Municipal 2020, le face-à-face FGL. Bonjour, échéance plurielle sur FGL jusqu'au 13 mars sur nos 5 fréquences, naturellement. Sur le www.fréquencegrandlac.fr, nous parlons ici des échéances des 15 et 22 mars. Proximité oblige, dirais-je. Pourquoi ? Eh bien simplement, outre les flyers et programmes distribués, les réseaux sociaux, eh bien vous allez vous faire une idée des projets proposés par chaque candidat, de leur propre voix aujourd'hui. Aujourd'hui, Biscarrosse 3e, avec un nouveau face-à-face entre Patrick Dorville, bonjour. Bonjour. Agir ensemble pour Biscarrosse et Lornaillac, Biscarrosse en commun, bonjour. Bonjour. 2 têtes de liste estampillées gauche. Vous êtes 4 donc à briguer l'hôtel de ville de la 3e commune des Landes avec Hélène Larosée et Manuel Diaz. Est-ce qu'on parle aujourd'hui, et vous avez gagné le toast, Lornaillac, est-ce qu'on parle de 2 listes de gauche aujourd'hui qui s'affrontent dans ce face-à-face? La question était facile. Oui, on peut parler de 2 listes de gauche. On peut aussi parler Face au micro, s'il vous plaît. on peut aussi parler de 4 listes qui s'affrontent. Mais surtout, moi, ce que je voudrais parler, c'est du programme que je porte au nom du collectif Biscarrosse en commun. Donc, il est clair que pour nous, le plus important, c'est de garder le Biscarrossais au centre du dispositif. Nous souhaitons allier gestion et bienveillance et nous souhaitons aussi proposer une vision progressiste et respectueuse. Donc, nous avons établi des projets, des plans d'action par rapport à 4 axes prioritaires. Le premier étant celui qui concerne l'économie, que nous avons appelé l'économie nouvelle vague. Je le développerai si vous le souhaitez. Le deuxième concerne davantage le tourisme, que nous avons appelé le tourisme révolutionnaire. On parle ensuite de logement raisonné et raisonnable. Et enfin, on développe sur la vie biscarrossaise avec des thèmes aussi variés que les associations, mais aussi les droits fondamentaux que sont par exemple l'instruction, l'accès à la santé, l'accès aux droits communs. Alors, même question pour Patrick Dorville. Est-ce qu'on parle de 2 listes de gauche, Patrick Dorville? Vous êtes chacun soutenu par ces instances de gauche, c'est ça? Et déjà, je suis un petit peu étonné que vous nous posiez cette question-là aujourd'hui, alors que vous ne l'avez pas posée sur d'autres débats. Je pense que la politique politicienne, et je pense qu'on est... Parce que vous êtes les 2 listes estampillées gauche. J'entends bien, mais je pense que les concitoyens aujourd'hui ont envie d'entendre ce qui va être leur avenir demain. Et c'est l'objet de cette campagne. Que nous soyons ou pas soutenus par des familles politiques, je pense que de toute façon, à Biscarrosse, les gens savent qui nous sommes. Donc il n'est pas nécessaire de le rappeler à chaque fois, d'autant plus qu'on a essayé d'un côté comme de l'autre, quelles que soient les listes qui se sont présentées à cette élection, de travailler sur des projets qui sont différents certes. On risque de se retrouver peut-être sur un certain nombre de sujets parce que pour le coup on pourra dire qu'on est moins éloigné qu'on peut l'être quand je suis face à Monsieur Diaz, face à Madame Larosée. Mais moi c'est de ça dont je veux parler et pas de politique politicienne. Vous êtes d'accord, Lornaillac? Pas de politique politicienne? De toute façon, j'ai commencé en disant que je souhaitais parler du programme. Alors parlons du programme avec l'économie, le commerce. C'est un thème en commun que vous avez voulu parler ici, derrière ce micro. La redynamisation du centre de ville de Biscarrosse, comment on l'imagine, Lornaillac? Alors déjà, il faut très clairement partir de notre vision de la société aujourd'hui. C'est vrai que ce que nous constatons, c'est que autant les artisans, les petits entrepreneurs, les porteurs de projets, les commerçants, aujourd'hui ont du mal à rester à Biscarrosse, ou du moins à pouvoir mener à bien leur activité. Et nous, on suggère que plus la municipalité proposera des structures et soutiendra ces porteurs de projets, plus l'emploi sera facilité, le commerce sera facilité et l'offre d'emploi en découlera. Donc nous avons nommé notre programme Économie Nouvelle Vague, bien évidemment pour faire référence à l'emblème que représente la plage sur Biscarrosse. On a longtemps dit que le tourisme était porteur au niveau économique, mais on souhaite aussi proposer quelque chose qui sort un petit peu de l'économie classique, de ce que nous trouvons aujourd'hui à Biscarrosse et qui, pour nous, n'est pas suffisant. Donc nous avons une approche beaucoup plus large et beaucoup plus ouverte sur différentes formes de faire l'économie. Je rappelle qu'on n'est pas... Alors quelles sont les solutions que vous préconisez ? Donc par exemple, nous mettrons dans le dispositif territoire zéro chômeur de longue durée. C'est quelque chose qui est tout à fait accessible pour une ville comme Biscarrosse et qui permet,
on l'a vu dans d'autres villes, au bout de 3-4 ans, d'avoir des résultats et des résultats tout à fait payants et tout à fait remarquables. Ensuite, nous mettrons en place une monnaie locale afin de redynamiser les échanges et afin de permettre aux commerces qui sont dans le centre-bourg, justement, de trouver un allié à leurs particularités. Ensuite, nous ferons une pépinière d'entreprise. Ça fait au moins 5 ans qu'elle devrait exister à Biscarrosse. J'ai essayé d'impulser les choses à mon petit niveau, mais ça n'a pas été suivi par la municipalité. C'est pourtant quelque chose d'assez simple à mettre en place. Il suffit de mettre à disposition des locaux. Après, le dispositif vit de lui-même. Nous mettrons aussi en place des terrains et pour faire du maraîchage. Comme vous le savez, la loi exige, et c'est une bonne chose, qu'il y ait du bio et du local dans les cantines, dans les restaurations collectives. Donc il va de soi que dans cet esprit-là, nous mettrons en place une pépinière de terrains maraîchers pour que des jeunes agriculteurs puissent s'installer avec peu de frais et puissent de fait fournir les écoles et les établissements de la commune. Voilà, ce sont les solutions que vous proposez aujourd'hui. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Par exemple, une couveuse d'entreprise pour faire le lien justement avec les jeunes entrepreneurs. Il est aussi important de rappeler que pour créer de l'emploi, on a des dispositifs comme les tiers-lieux qui permettent justement de proposer des locaux et du matériel pour du travail partagé. Et avant tout, ce qui sera nécessaire de faire pour Biscarrosse, c'est de réagencer et de redéfinir les rôles et fonctions du pôle économique de la ville, qui pour nous n'est pas assez visible, n'est pas assez repérable et n'est pas assez adapté. Il faut penser aux conditions d'accueil et aux conditions de travail des agents de la municipalité qui sont là aussi pour répondre aux interrogations des chercheurs d'emploi ou des porteurs de projets. Donc voilà, en faisant rapidement un panel de ce que nous proposons et que nous pourrons développer ce soir à notre réunion publique à 19h à la salle Voilà, Saint-Exupéry. la publicité est faite. Voilà. Balayons également vos propositions avec vous, Patrick Dorville, concernant ce sujet. Alors effectivement, nous sommes sur un projet que nous avons souhaité être un développement social, économique et solidaire. C'est également aussi notre ADN de porter une économie qui profite à tous. Pas une économie comme on pourrait le voir aujourd'hui qui permet à certains de s'en sortir et à d'autres effectivement de ne pas pouvoir continuer à exercer leur activité sur un centre-ville, en l'occurrence, qui a été un petit peu délaissé dans les politiques qui ont été menées ces dernières années. Donc ce que nous proposons, nous, effectivement, c'est de venir en appui à l'aide à l'installation aux commerçants. Alors, par plusieurs De quelle façon? Par plusieurs outils, évidemment. Comme je le précisais déjà, savoir être promoteur des projets que l'on pourrait éventuellement réaliser sur des terrains qui appartiennent aujourd'hui à la commune en centre-ville, ou en gardant la maîtrise des locaux, de façon à garder la maîtrise des loyers, parce que c'est ça aussi qui est un frein pour faire en sorte que certaines économies puissent perdurer, se pérenniser sur notre territoire. C'est aussi apporter des réponses en matière de formation auprès des publics qui sont plus en difficulté. Donc je pense qu'on a la possibilité de délocaliser un certain nombre de formations à travers, je dirais, les outils institutionnels qui existent aujourd'hui, la région, les départements, mais aussi, même si la compétence est aujourd'hui régionale, mais il y a aussi l'éducation nationale. On a eu des expériences qui ont été quand même assez prouvantes. Enfin, je pense au chantier Nouvelle Chance qui a permis effectivement de former pas que des jeunes d'ailleurs, des gens qui étaient en reconversion professionnelle. Donc je pense que ça fait partie aussi d'un développement économique qui est nécessaire sur notre territoire, économique, social et solidaire. Je crois aussi qu'il faut qu'on ait aussi en tête aussi que l'activité économique touristique est une économie majeure. Bien entendu, il faut qu'on sorte de ce que moi j'appelle ce tourisme dit de cueillette, qui consiste en fait à subir. On subit le tourisme. On subit à différents niveaux, à tel point qu'on est incapable de le développer ni avant et après saison. Donc on est toujours focalisé depuis les années 80 sur cette période qui est de juin, juillet, août et septembre. Et on a des grandes difficultés à le développer davantage avant et après. Et il faut aussi travailler aussi sur l'accueil que l'on peut faire aussi des saisonniers, parce que qui dit économie dit aussi donc des gens qui travaillent, des salariés. Et donc là, effectivement, nous avons fait une proposition que la force publique puisse poser ce véritable débat en ce qui concerne l'hébergement des saisonniers sur notre territoire.
Alors, qu'est-ce que vous proposez l'un et l'autre pour cet hébergement des saisonniers? Qu'est-ce que vous avez dans vos programmes, Laure Naillac? Alors, les C'est vrai que saisonniers... c'est un sujet récurrent, on va dire, depuis plusieurs années. Et puis, c'est de conditions de travail et d'accueil dont il est question. Surtout que les saisonniers ne sont pas forcément des personnes qui ne vivent pas à Biscarrosse. Donc, c'est d'autant plus important de s'en préoccuper. Alors, aujourd'hui, le système qui existe doit être revu. Ce que propose le pays actuellement. Il y avait des hébergements dans un lycée, c'est ça? Ce sont des hébergements mis à disposition par rapport à l'internat de Parentis, qui posent des problèmes de fonctionnement et qui posent aussi des problèmes de distance. C'est quand même c'est compliqué quand on est saisonnier, qu'on finit à 2h ou 3h du matin, d'avoir en plus, je dirais 20 minutes, voire une demi-heure de route pour se loger. Il y a des villes qui trouvent des solutions toutes simples, surtout quand les villes ont des campings municipaux, par exemple, de consacrer quelques emplacements aux saisonniers. Donc voilà, ce sera quelque chose qui sera étudié, bien évidemment. Par contre, au niveau des saisonniers, je pense qu'il faut aussi axer l'action municipale sur un principe de formation. Une municipalité, pour moi, se doit de mettre à disposition ne serait-ce que des locaux pour que des organismes de formation puissent venir, parce que le saisonnier, c'est avant tout une personne qui peut avoir de la qualification par rapport à son travail. Et dans ça, je fais le lien par rapport au tourisme dont on parlait tout à l'heure. Quand nous parlons du tourisme révolutionnaire, c'est aussi porter une attention particulière à ce que le tourisme peut amener comme changement. Si on ne va pas chercher dans la qualité des prestations, on risque d'avoir des problèmes sur Biscarrosse dans quelque temps. L'ambition est que le tourisme sur Biscarrosse continue à être attractif et surtout s'adapte au changement de la société. Donc pour ça, c'est pareil, un principe d'accès à la formation, et le plan régional de formation le permet tout à fait, est plus que nécessaire. Et ça permettra en même temps d'apporter une plus-value à l'offre touristique, parce que qu'est-ce qui nous empêche de développer l'écotourisme à Biscarrosse? Rien. Je ne parle pas d'un écotourisme de masse, non. Je parle de quelque chose de raisonné et de raisonnable. Qu'est-ce qui nous empêche de développer le tourisme thématique, notamment par rapport à l'hydraviation? Rien. Il suffit de mettre des investissements pour que ça soit possible. Aujourd'hui, le musée accueille déjà plus de 20 000 personnes par an. C'est assez attractif, mais je pense qu'on a beaucoup à faire de ce côté-là. Et Biscarrosse le permet. Parce que au niveau de l'investissement, il y a de quoi faire. Je le disais, on a voté les budgets, les comptes administratifs lundi. Biscarrosse a de l'argent. Politique donc touristique, laquelle vous concernant, Patrick Dorville? Vous faites une maison des saisonniers. Vous faites quoi, vous? Je crois qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités lorsqu'on est élu. Donc moi, je suis quand même en fonction depuis un certain nombre d'années, mais j'ai aussi pu aller tester des expériences effectivement sur d'autres communes de type saisonnière, enfin touristique comme celle de Biscarrosse. Mais bien au-delà, avant, dans les années 80, il y a déjà les premières stations de ski à la montagne avaient effectivement utilisé la force publique pour mettre en place des hébergements. Alors, bien entendu, c'est des opérations qui doivent être partagées avec le privé, c'est évident. Mais si une collectivité n'est pas, je dirais, incitatrice, si elle ne pousse pas cette réflexion, si elle n'accompagne pas cette création, on se revoit dans 10 ans et on n'aura toujours pas réglé le problème. Moi, je suis issu de... Vous dites qu'il faut être force de proposition, c'est ça? Il faut être force de proposition, mais il faut être plus que force de proposition. Vous connaissez mon parcours. Moi, j'arrive de la restauration. C'est mon parcours initial. Je suis arrivé à Biscarrosse dans les années 80 comme cuisinier et j'ai été confronté à cette problématique-là. Et j'arrivais d'endroits, effectivement, de Haute-Savoie où ces problématiques-là étaient déjà plus qu'abordées, puisque certaines stations avaient fait le choix, effectivement, d'investir dans de la construction de logements pour les saisonniers. Alors, ici, ça ne serait pas possible. Alors, moi, je n'y crois pas un seul instant. On a quand même des réserves foncières. On a quand même et puis au pire, il faudra les trouver. Sur Biscarrosse plage, par exemple, il y a des espaces qui sont aujourd'hui ouverts dans le PLU, même s'ils sont encore l'objet d'échanges avec l'ONF. Mais je pense qu'il faut à un moment donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités. On est élu aussi pour prendre un certain nombre de choix, et ça en fait partie, pour moi, l'avis, c'est une priorité. Alors comment Biscarrosse plage peut-elle se distinguer dans l'avenir? De quelle façon peut-elle faire la différence entre Biarritz et Arcachon, Patrick Dorville?
Alors, vous parlez à quel niveau? Au niveau de l'environnement, au niveau des choix. Alors, évidemment, ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on ait un tourisme qui soit plus qualitatif. Aujourd'hui, on a un hébergement assez vieillissant. Le parc est assez vieillissant. Et si on revient un petit peu... Qu'est-ce que vous entendez par un tourisme qualitatif? Je pense qu'aujourd'hui, il faut tirer le tourisme vers le haut. On peut plus être sur ce tourisme de masse. Alors, je vais peut-être braquer quelques acteurs économiques qui vont me dire, oui, mais alors, Monsieur Dorville, il va vouloir tout arrêter, etc. Non. Moi, ce que je veux apporter, c'est des réponses en termes d'objectifs qualité sur l'hébergement, en l'occurrence. Mais ce qui permettra effectivement de changer cette vision que nous avons du tourisme à Biscarrosse, qui est un tourisme de masse, qui est d'ailleurs de plus en plus mal supporté par les Biscarrossais. Je dirais, les gens qui habitent ici l'année, les 2 mois forts sont des contraintes de la vie de tous les jours, en matière de mobilité, en matière de pollution, en matière de stationnement. On voit bien les difficultés qu'on a à Biscarrosse pour se rendre à la plage. Ce qui fait qu'on a des locaux qui, quelque part, pendant 2 mois, évitent d'y aller pour ne pas être... voilà. On a une saturation de la station qui est due parce qu'à un moment donné, on n'a pas tiré le parc locatif vers le haut. Aujourd'hui, il est très vieillissant. Pour la plupart, il a été construit dans les années 70. Il ne répond plus à des critères de qualité en matière environnementale. Et ça, je pense que ça peut faire tirer aussi une population de visiteurs qui sont attentifs justement au choix que l'on va prendre en matière d'environnement. Alors, de quelle manière une collectivité peut-elle influer sur du privé? C'est la question. Par des dispositifs incitatifs, à savoir, effectivement, on peut flécher des budgets. Madame Nayak vient de le préciser, nous avons quand même des finances quand même qui sont assez, stables ces dernières années, qui permettent effectivement à l'équipe qui va arriver derrière de pouvoir envisager sereinement l'avenir, donc en fléchant des investissements ou un accompagnement précisément sur la rénovation des logements et pourquoi pas à la plage, mais c'est aussi une opération qu'on peut, on va dire, élargir à l'ensemble de l'habitat à Biscarrosse. Biscarrosse-Ville, Biscarrosse-Plage, ville verte, de quelle façon? On a parlé de mobilité, on a parlé de logement, il y a cette accessibilité, bien sûr, il y a aussi à prendre en compte, on va dire, et c'est dans l'actualité, on va dire, l'environnement et tout ce qui touche à l'environnement. On n'a pas parlé, c'est vrai, très peu d'érosion. Biscarrosse-Plage s'interroge aujourd'hui de la façon dont elle va évoluer. Aujourd'hui, il y a des éléments que nous essayons de montrer. Laure Nayak. Oui, alors pour revenir sur le sujet précédent, l'incitation que peut apporter une mairie par rapport au fait de rendre des établissements moins énergivores, c'est aussi d'informer les propriétaires privés que la région, par exemple, propose des subventions pour ça. J'ai moi-même, en tant que conseillère régionale, suivi et porté des projets de plusieurs restaurants et hôtels pour que les locaux soient accessibles et moins énergivores. Donc je reviens là-dessus parce que moi j'entends beaucoup de personnes qui s'interrogent et qui sont aussi assez fatalistes sur le fait qu'il n'y a pas d'argent dans la ville, que ça va être difficile de mener à bien les projets structurants que nous portons. Si, il y a de l'argent, et puis surtout, pour ma part, j'ai une botte secrète que je partage, c'est les subventions. Les subventions région, les subventions département, les subventions État. Il faut quand même préciser que Biscarrosse est une ville qui n'actionne pas ces leviers-là. Il y a sûrement des raisons, je n'en parlerai pas ici, mais par contre, c'est une manne qui... Vous pouvez tout dire ici, micro libre, micro ouvert. Non, je pense que c'est une habitude de fonctionnement. Voilà, c'est tout. Sauf que ça change, ça évolue un petit peu, mais c'est dommage parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire et qui peuvent être complètement aidées et subventionnées parfois à 30%, 40%. Donc c'est pas une petite chose. Ça veut dire qu'une municipalité dépense presque 2 fois moins. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris, que je peux porter et que... C'est un problème de communication et que je mettrai en avant. Non, ce sont des choix politiques. D'accord, c'est vous qui le dites. Et pour vous, Patrick Dorville? Oui, effectivement, moi, je ne vais pas revenir sur ça. Le levier des subventions est parfois pas utilisé au bon niveau. Je n'irai pas à dire que rien ne se fait, parce qu'il y a eu quand même des choses qui ont évolué. À chaque fois qu'un dossier est présenté et qui fait appel effectivement aux subventions de l'État, aux subventions de la région, de l'Europe, tous les dispositifs qui existent, ces dernières années, quand même, la commune a fait toujours les demandes. Bon, après, c'est quand même mieux quand on a une conseillère régionale autour de la table pour porter les dossiers.
Non, c'est là où effectivement je mettrai un certain bémol, puisque nous aurions aimé effectivement que vous souteniez davantage les projets à Biscarrosse, plutôt que de soutenir ceux qui sont effectivement sur les territoires voisins. Mais ça, c'est votre choix, vous l'avez assumé, vous l'assumez encore aujourd'hui. Lornaillac, réponse? Oui, alors des exemples. On va prendre l'exemple où on est au niveau du terrain de football qui doit être réalisé en synthétique, sur lequel effectivement, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse, sur lequel effectivement, en ce moment, nous attendons effectivement, est-ce que le règlement, est-ce que nous sommes éligibles ou pas. Donc pour moi, si j'avais été à votre place, c'est un dossier que j'aurais pris sous le bras, que j'aurais été effectivement défendre. Alors c'est dommage que... Oui, j'entends bien que c'est dommage, mais... je peux répondre, oui, allez-y, répondez. Donc je vais te répondre, et moi je te tutoie, parce que j'ai pas de rôle à jouer par rapport à ça. Donc ce dossier a été immédiatement remonté à la région. Il faut aujourd'hui que la mairie de Biscarrosse sollicite la Ligue, la Fédération française de football, parce que, tu le sais bien, la région, ce n'est pas un tiroir-caisse. Il y a des règlements, et dans le règlement pour le financement des terrains synthétiques, il faut que la fédération donne son aval. Aujourd'hui, la mairie, et j'ai vérifié auprès de l'adjoint au sport, la mairie attend une lettre de retour de la fédération, et c'est plutôt bien parti. Voilà. Mais sinon, le dossier est posé dans les starting blocks, et il n'y a pas de raison. On attendra le résultat. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. À moins que la Ligue s'y oppose, mais ce serait très curieux. Alors je ne joue pas un rôle en te vous voyant ou en se vous voyant. Je pense que c'est dans le respect d'un débat. Je pense que l'auditeur n'a pas forcément envie d'entendre par le biais d'un tutoiement, qu'on soit proche ou pas proche. C'est pas ça la question. Ça, c'est une règle que je me suis toujours établie lorsque j'ai en face de moi le maire, en l'occurrence, puisque je l'ai quand même eu pendant 12 ans en face de moi. Sur les débats, on s'est toujours vouvoyé. Par contre, quand on est en off, on se tutoie. Mais il me semble que dans le respect, effectivement, d'un débat, ce vouvoiement, pour moi, il était essentiel de l'avoir aujourd'hui. Et je l'aurai demain encore avec Madame Larosée, de la même façon. Et on peut se tutoyer en dehors, c'est pas un problème. Oui, mais je pense que ça, c'est toi qui le vois. C'est mon éducation. Et je pense que ça n'intéresse absolument pas. Qu'est-ce qui vous oppose finalement dans vos programmes, dans vos propositions? C'est ce que vous allez entendre. Moi, je vais être très clair. J'ai essayé de comprendre le projet que vous portez. Il y a des idées très intéressantes. Honnêtement, il y a des idées intéressantes. Des idées qu'on a également, nous aussi, mis sur la table, qui peuvent se regrouper. De ce point de vue-là, il y a beaucoup de points sur lesquels on va se retrouver. Mais j'ai cru déceler quand même que ce document, c'est le STRADET de la région. C'est le STRADET qu'aujourd'hui, que la région a imposé, qu'elle a imposé, présenté aux conseillers communautaires des Grands Lacs, qui a fait d'ailleurs l'objet d'un vote contre, puisqu'il venait interférer le SCOT que nous étions en train d'élaborer. Donc voilà, j'ai le sentiment... Tout le monde est OK avec STRADET, SCOT, voilà, c'est bon? STRADET, schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, SCOT, schéma de cohérence territoriale, pour les non-initiés. Et c'est vrai que j'ai trouvé que ce document était très technique, très au point, mais qui est quand même vraiment relativement fait pour les initiés. Donc là, c'est un petit peu ce qui m'a interpellé, parce que j'ai mis un moment pour l'appréhender, et donc effectivement, j'ai bien compris que c'était un document qui était technique, qui s'adressait pas forcément à l'ensemble des électeurs. Donc c'est là où effectivement que j'ai besoin d'avoir un certain nombre de précisions. Mais moi, je trouve que c'est plutôt logique de prendre en référence un schéma régional ou une référence d'État pour pouvoir faire des propositions sur un territoire dédié. Oui, on est sur une élection municipale. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'une élection municipale. On est sur des enjeux communaux, certes avec la région, la communauté de communes qui est derrière. Je sais effectivement que la communauté de communes est l'interface entre la région et les communes, mais ceci étendu, aujourd'hui, on est bien sur une élection municipale. La préoccupation aujourd'hui des Biscarrossais, c'est savoir comment demain ils vont vivre mieux. Mais j'ai bien compris, et je te prie de ne pas me couper pour que je puisse répondre. Donc, pour moi, tu vois, là, c'est une divergence forte. C'est que moi, je ne pars pas de rien, effectivement. Et le programme que nous avons monté, c'est un programme qui est en référence à ce que nous avons observé comme problème. Après, que j'apporte ma technicité, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris du système, il me semble que c'est la moindre des choses. Il me semble aussi que c'est ce qu'on demande à un élu. C'est tout. Je vois pas comment on peut construire un plan communal en étant en dehors d'une communauté des communes, d'un territoire plus élargi et en étant en dehors de références régionales et étatiques.
Vous avez lu le programme également de Patrick Dorville, je suppose, Oui, brièvement, oui. Oui, brièvement, donc pas intéressant. Vous savez, on est parti aussi d'une analyse assez importante, contrairement à ce que vous laissez entendre que seul votre programme serait le document qui aurait fait l'analyse complète. J'ai lu effectivement les analyses, tous les documents qui sont liés. J'ai passé un petit peu de temps, vous voyez, pas brièvement. J'ai passé pratiquement, allez, on va dire presque une demi-journée à essayer de l'appréhender. Vous voyez, je m'intéresse aussi au programme de mes adversaires politiques pour vous dire qu'aujourd'hui, on est quand même bien sur quelque chose qui voudrait nous être imposé par le haut. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on ait les pieds sur terre. Moi, je parle de la commune. Je ne dis pas qu'il faut s'exonérer des règles qui sont imposées par l'État, en l'occurrence par l'État, qui après sont déclinées par la région, parce que c'est pas la région qui définit les règles, c'est bien l'État, c'est le législateur. Ne nous trompons pas. Donc, effectivement, la région après applique les règles qu'on lui a imposées. Je crois quand même avoir un petit peu d'expérience. Le peu que j'ai m'a servi également aussi de comprendre et d'appréhender les politiques que l'on doit mener sur une commune. Mais avant tout, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est quand même demain comment mes concitoyens vont mieux vivre sur mon territoire. Est-ce qu'on peut revenir au programme? Parce que ce genre de discussion, pour moi, n'a aucun intérêt. Parlons du programme donc avec justement la santé. C'est un des thèmes qui était peut-être récurrent, mais un thème qui interpelle, on va dire, les aînés que nous avons interviewés, qui nous disent il manque des spécialistes. Comment draguer, et là je pose la question en deux, comment draguer ces spécialistes en leur proposant quoi pour les faire venir dans une ville de presque 15 000 habitants aujourd'hui? Patrick Dorville a un léger retard sur Lornaillac, donc c'est lui qui va répondre en premier. Oui, effectivement, ce constat, je pense qu'on va le partager. Donc, on a effectivement une offre de santé qui est quand même assez, je dirais pas défaillante, mais il y a des besoins qui se sont prononcés au cours des discussions que nous avons eu lieu dans le cadre de la préparation de ce projet. On y répond, on espère y répondre comme il faut, à savoir qu'effectivement il faut améliorer l'accueil des médecins. Je pense que si on veut effectivement faire en sorte que des médecins viennent s'installer sur le territoire, et je crois que là de ce point de vue-là on va se retrouver, il faut qu'on puisse mettre nous en place des dispositifs locaux, qu'on leur mette la possibilité de pouvoir s'installer au moins de faire une aide à l'installation. Donc ça, je pense que ça peut aider, parce que pour avoir discuté avec un certain nombre de médecins à Biscarrosse, c'est vrai que on a un peu moins de médecins qu'on avait en 2000. Je crois que c'est 1 ou 2 de moins, ce qui veut dire qu'il y a un vrai problème, puisque la population a augmenté, mais on n'a pas augmenté en nombre de médecins. Mais c'est effectivement dû à la difficulté de s'installer à Biscarrosse. Il faut effectivement penser à une maison de la santé. Alors certains l'appelleront. Alors moi, je suis peut-être de la vieille école. Vous avez mis dans votre programme. Voilà, je suis d'une vieille école, diront certains. Autrefois, on appelait ça les dispensaires. Donc c'était une maison où on pouvait traiter les urgences, où on pouvait traiter les vaccinations, les choses comme ça, qui nécessitent pas d'aller engorger les urgences hospitalières. Donc ça, c'est des outils que la commune doit porter. Alors effectivement, pour le coup, avec le soutien des dispositifs régionaux. Vous avez d'ailleurs. Oui, non, mais attendez, oui. Je suis quand même pas à ce point-là idiot. Hein. La commune ne peut pas faire tout seul. Mais et en plus, tout ce qui concerne la santé, vous le savez aussi bien que moi, ce n'est pas de la compétence de la commune, c'est de l'ARS, l'agence régionale de la santé, pour être plus précis. Voilà. Lornaillac. Oui, alors tout à fait. On peut mettre en place des dispositifs, des établissements, une maison de santé. Ça fait longtemps qu'il devrait y en avoir une sur Biscarrosse. Franchement, c'est évident. Donc là, c'est quelque chose qui est incontournable. À cela, nous ajouterons une maison de garde. En fait, c'est un dispositif que met en place l'ARS en ce moment sur les urgences, pour désengorger. Donc, qu'est-ce que vous proposez? C'est à la collectivité, de bâtir, de garder son foncier et de le proposer, voilà, c'est ça? C'est à la collectivité de mettre en place un local. Donc, comme c'est fait à Ichous, c'est ça. Exactement, Biscarrosse a du foncier. Et ensuite, l'ARS met à disposition un cahier des charges. Dans cette maison de garde, il y a une infirmière qui apporte un premier état des lieux quand quelqu'un souhaite aller aux urgences, et qui oriente ou réoriente, qui peut de ce fait envoyer aux urgences ou demander l'intervention d'un médecin libéral pour pouvoir prendre en charge le patient. Alors, il y a quand même des difficultés, même si on a cette maison de la santé, on l'a vu à Ichous. Je prenais l'exemple d'Ichous parce que cet exemple s'est fait l'écho, on va dire, au niveau national, de par ce qu'a proposé Marc Ducom de façon humoristique pour se faire entendre, bien sûr, en disant
je passe un arrêté, il est interdit de tomber malade à Ischus. C'est vrai que cette maison de santé en l'a, mais de quelle manière les faire venir, ces spécialistes aujourd'hui? Avoir la maison de santé, ça ne veut pas dire également qu'ils vont venir, ils vont accourir, Patrick Dorville. Non, évidemment, il faut. Et vous la mettez où, cette maison de santé? C'est ça aussi. Mais il faut une volonté effective forte de l'équipe municipale qui sera en place, parce que je crois que ça commence par là. Après, c'est les discussions qu'on ouvre avec les institutionnels, parce que voilà, encore une fois, c'est une décision qu'on peut porter à un moment donné, c'est-à-dire la volonté qu'on a de vouloir apporter une réponse précise justement à ces problèmes d'urgence. Et après, on ouvre les discussions effectivement avec l'ARS. La région qui peut nous aider, enfin toutes les institutions qui sont aujourd'hui en capacité d'apporter à la fois l'ingénierie, l'accompagnement, c'est plus précisément, et les financements, parce que là effectivement il faut des financements que seule la commune ne pourrait pas porter. Alors, prendre l'exemple aujourd'hui d'un pôle social qui va être en cours de réalisation. Le projet est parti, les financements ont été inscrits, donc moi je pense que l'équipe qui va arriver derrière peut très bien réorienter toute ou partie de ce projet, sans mettre de côté effectivement l'accompagnement social qui est prévu initialement. Donc je pense qu'il y a un endroit central qui est aujourd'hui limité par les anciens bâtiments siégels, pour pas les citer. Donc voilà, je pense que restons sur quelque chose qui soit visuel, visible et centré dans la partie administrative de notre ville. Moi, c'est comme ça que je verrai un peu la chose. Pour vous là. Alors de ce que j'en sais, je pense que pour une municipalité, il est important de pouvoir prouver que de développer la prévention, que de développer ce genre de structure, ça permet de faire des économies au niveau de la sécurité sociale, et c'est ce que nous demande de faire l'ARS. Donc en fait, il y a tout un jeu assez subtil de constitution de dossiers qui peut permettre d'avoir des personnes salariées en fait par une commune avec un financement ARS. Et figurez-vous qu'il y a pas mal de jeunes étudiants, d'élèves infirmiers qui disent qu'ils préfèrent travailler dans ce style de dispositif, d'être donc salariés, même au niveau des médecins ou des spécialistes, plutôt que de partir travailler en tant que libéral. Après tout ça, c'est vrai que c'est très intéressant, il y a beaucoup à faire, et moi, je veux avoir quand même un message assez optimiste par rapport à ça, parce que si on suit le plan régional de l'ARS, on se rend compte qu'il y a beaucoup de possibilités. Alors certains en ont parlé, le sport santé, ça fait un moment que ça existe et ça fonctionne vraiment bien. C'est-à-dire que vous avez un médecin qui donne une ordonnance pour qu'une personne puisse avoir accès à un coach sportif. C'est des choses qui sont très bien encadrées et qui fonctionnent bien. Au niveau de l'addictologie, c'est la même chose. Par contre, souvent, les associations qui portent ce genre de projet n'ont pas de local. Donc je reviens toujours au bien commun que nous avons sur Biscarrosse, aux immeubles, aux maisons, aux salles, qui, d'après moi, doivent déjà être inventoriés, parce qu'il n'y a pas d'inventaire apparemment, et qui ensuite doivent être restaurés, adaptés et redistribués. Patrick Dorville, sur ce sujet. Là, on va se rejoindre parce qu'effectivement, on a un certain nombre de patrimoine immobilier aujourd'hui qui est plus ou moins identifié. Moi, j'en connais quand même quelques-uns identifiés. L'inventaire, je pense qu'il sera assez rapidement fait. Donc, réhabiliter les bâtiments, je pense que ça suffira pas. Il faudra éventuellement projeter la réalisation de nouveaux espaces, parce que aujourd'hui, il y a une demande tellement forte des besoins qu'on ne peut pas y répondre, même en réhabilitant le patrimoine déjà existant. Alors, il nous reste 3 minutes en guise de conclusion. L'Ornaillac a commencé, c'est Patrick Dorville qui terminera. Quelle maire, donc en 1 minute et demie, donc c'est ça, l'Ornaillac, quelle maire entendez-vous être? Quelle fédératrice, finalement, ou fédérateur concernant Patrick Dorville, si vous êtes élu, bien sûr, au soir du 15 ou du 22 mars? Alors, je me permets de revenir sur le thème précédent, parce qu'on oublie en parlant de santé, de parler de l'action sociale. Et je trouve qu'il faut vraiment... Attention, il vous reste 1 minute et demie. Il faut vraiment renforcer. Vous êtes sur la conclusion, là. Il faut vraiment renforcer le pouvoir d'intervention des agents municipaux, notamment au sein du CCAS, qui est très important. Je ne parlerai pas en tant que maire. Je vous rappelle que le principe d'une élection, c'est d'élire des personnes qui ensuite élisent au sein du conseil municipal. Si vous êtes majoritaire, voilà. Si vous êtes élu, qui c'est qui va lever la main pour dire, et je vous repose la question. Moi, je veillerai à ce que les engagements soient tenus. Je parle de gestion, de bienveillance, je parle de vision progressiste, respectueuse. Voilà, Patrick Dorville. Écoutez, moi, je serai le maire, effectivement,
d'une équipe. Vous savez, une équipe, c'est un équipage. Un équipage, c'est un capitaine. C'est la démocratie. C'est ce qu'attendent les électeurs. Ils n'élisent pas, je dirais, au hasard quelqu'un au 23 mars. Ça sera l'élection, c'est bien le 22 mars. Alors, on peut effectivement avoir une divergence sur la façon dont on met en avant un capitaine ou pas. Il me semble quand même que les électeurs ont besoin d'avoir cette garantie que le 23, ils auront effectivement bien un capitaine à bord du bateau. Et ça, c'est ma conception de la démocratie, parce que je suis porté par l'ensemble de l'équipage. Je suis pas arrivé là comme ça par hasard, c'est aussi tout un parcours. Donc je serai aussi le maire qui garantira justement cette démocratie qui est utile pour faire fonctionner une ville. Merci en tous les cas, Laure Naillac. Je reviens sur moi, ce que je défends, c'est un programme avant tout. Ensuite, il y a des personnes compétentes au niveau des élus, il y a des personnes compétentes au niveau des services pour mener à bien ce programme. Merci à tous les deux, merci à Laure Naillac et à Patrick Dorville. Nous parlions des municipales 2020 à Biscarrosse, avec échéance comme partout en France les 15 et 22 mars. On se retrouve naturellement ce soir avec notre face-à-face, notre débat entre Julien Barre et Georges Laluc, qui concernera principalement la commune de Parentis-en-Born. À tous ceux qui nous écoutent, on vous souhaite bien sûr de passer une excellente journée. Merci.